Bonjour à tous et à toutes, c'est votre chaîne d'économie préférée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les cycles. Alors, je suis conscient que les cycles ne sont pas explicitement abordés comme un cours au programme, même si la politique de régulation du cycle est un cours qui sous-entend une appréhension correcte de ce concept majeur en économie. C'est pourquoi je décide de séparer cette notion et de vous en donner une introduction ainsi que une explication plus ou moins concise. Alors, cette vidéo sera décomposée en 3 temps. On va d'abord commencer avec quelques définitions qui seront importantes pour planter le terrain. Et ensuite, on s'attardera sur les cycles Kitchin, les cycles Juglar et surtout les cycles Kondratiev. Alors, commençons sans plus tarder. Il faut d'abord, pour pouvoir parler de cycle, il faut imaginer un écart par rapport à une tendance donnée. En économie, on parle du trend. Trend qui veut dire tendance en anglais. Alors, le trend, c'est quoi? C'est une tendance présente dans une série temporelle concernant une variable donnée. Par exemple, le trend du PIB, c'est le PIB potentiel, à savoir le PIB que l'on aurait au plein emploi. Je vous passe les détails de problèmes qu'on a avec le calcul du PIB potentiel, mais c'est l'idée. A l'inverse, une fluctuation, c'est un écart observé par rapport au trend, donc par rapport à la tendance. Lorsque ces fluctuations ont une régularité temporelle, on parle d'un mouvement périodique. Il faut savoir que les fluctuations présentent déjà une espèce de régularité, parce qu'on alterne de façon régulière, entre guillemets, entre phases ascendantes et descendantes de l'activité. Lorsque l'amplitude maintenant de fluctuation est constante à chaque période, on parle d'un mouvement cyclique. Ça va être un petit peu comme les courbes sinusoïdales que vous voyez en mathématiques. La fonction représentative d'un sinus ou d'un cosinus représente exactement un mouvement parfaitement cyclique, même si en économie on n'observe pas toujours des cycles au sens strict du terme. Dans la science économique, la définition du cycle qui est retenue est celle donnée en 1946 par Burns et Mitchell dans Measuring Business Cycles. Pour ces auteurs, le cycle consiste en des phases d'expansion affectant quasi simultanément différents secteurs économiques, suivis par des récessions puis des reprises qui forment la phase d'expansion du cycle suivant. Aujourd'hui, on retient plusieurs cycles différents dans l'histoire de la pensée économique. Il faut savoir que ceux-ci portent en général le nom de l'économiste qui l'a mis à jour. Et cette nomenclature a été proposée par Schumpeter dans Business Cycles en 1939, où il attribue à chacun des cycles le nom de l'économiste qu'il a découvert. Alors, commençons par les cycles Kitchin. Alors, ils ont été mis au point ou plutôt découverts. Il s'agit surtout de régularités empiriques ici, qui ont été observées par Kitchin en 1923. Ce sont des cycles dits mineurs. Ils sont liés aux variations de stock, à la fois des variables monétaires et réelles. Souvenez-vous-en, c'est important. La durée de ce cycle-là est de 42 mois en moyenne et il aurait une périodicité régulière. Alors, il a été théorisé à partir de quoi? À partir de données sur les prix aux US et en Grande-Bretagne. On a une phase ascendante où les entreprises augmentent leur stock pour faire face à la hausse anticipée de la demande. Comme vous le savez, on ne peut pas produire en temps réel, il y a des délais. Et il y a une phase descendante qui, elle, est due au déstockage massif en période de récession, des stockages qui augmentent considérablement les stocks sur le marché, qui, par la loi de l'offre et de la demande, provoquent à la fois une baisse des prix et une chute de l'activité. C'est pourquoi avant, déflation était synonyme de dépression économique ou de récession. Alors, ça, c'est pour les cycles Kitchin. Maintenant, passons au cycle Juglar. Ces cycles-là ont été proposés par Clément Juglar dans un article resté célèbre qui s'intitule « Des crises commerciales de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis ». Cet article-là date de 1862 et
Juglar, il décrit des cycles d'environ 8 ans sur des variables nominales. Parce que pour Juglar, les variables nominales sont corrélées aux variables réelles, et donc suivre l'évolution des variables nominales suffit finalement à décrire l'activité réelle de l'économie. Alors, ces cycles-là sont liés aux variations de l'investissement et du crédit. On y voit plusieurs phases. D'abord une phase d'expansion, un faible chômage et un faible nombre de défaillances d'entreprises liées à un climat favorable à l'investissement. Ensuite, on a ce qu'on appelle une crise au sens strict, à savoir un point de retournement. Il y a plus d'investissement, donc on arrête d'investir, et une liquidation des stocks. Et comme cette liquidation des stocks augmente l'offre sur les marchés, on a une dépression, donc une décroissance de tous les indicateurs, pour ensuite avoir une reprise, reprise permise par la baisse des prix, qui va permettre une reprise de la demande. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour Juglar, la variation des variables nominales est semblable à celle des variables réelles. Donc une hausse des prix signifie une expansion économique. Pour Juglar, cette activité cyclique de l'économie est une façon de réguler l'activité. En effet, il considère que la déflation purge, entre guillemets, l'économie. Juglar était médecin, il faisait pas mal de métaphores médicales pour expliquer les flux de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que la déflation purgerait l'économie? Alors, pour Juglar, la faillite des entreprises, notamment des entreprises les moins performantes, en période de déflation, va permettre une sélection, et donc uniquement de garder, par ce mécanisme, uniquement les entreprises les plus performantes sur le marché, les plus compétitives. Et donc, la faillite des autres entreprises va permettre de baisser le prix du capital, parce que ces entreprises-là seront obligées de liquider les machines qu'elles possèdent, et ça va permettre à de futurs entrepreneurs de pouvoir créer des entreprises qui potentiellement seront plus rentables. Et donc ça permet notamment aux agents qui souhaiteraient produire d'entrer plus facilement dans le marché. Voilà. Donc pour les cycles Juglar. Entrons dès maintenant dans les cycles qui sont les grands cycles de la conjoncture. Alors c'est les cycles Kondratiev qui ont été mis au point en 1926. Alors un cycle Kondratiev, ça dure entre 48 et 60 ans. C'est une tentative vraiment de généraliser l'activité économique depuis la révolution industrielle et sur une tendance plutôt longue. Alors, on parlera de phase A pour phase ascendante et de phase B pour phase descendante. C'est la nomenclature décidée par Simian en 1932 pour se représenter convenablement les cycles Kondratiev. Alors, Kondratiev distingue 4 grandes lois empiriques du développement des grands cycles. Alors, ces 4 lois sont importantes parce que pour Kondratiev, avant le début de la phase A, on a une transformation importante de la vie économique. On a un progrès et un développement global. Ensuite, on verra des périodes de vagues ascendantes riches en bouleversements, notamment en bouleversements sociaux, des révolutions, des guerres. Alors, d'abord, transformation importante de la vie économique. Ensuite, bouleversements sociaux. Ensuite, on aura une vague descendante, une longue dépression dans l'agriculture. Pour lui, les crises sont plutôt mixtes. Si vous ne voyez pas exactement ce que signifie une crise mixte, je ferai bientôt une vidéo sur les crises qui expliquera la différence entre crise d'ancien régime, crise mixte, selon la Brousse. Enfin bref. Je termine avec la 4e grande loi empirique. Les grands cycles suivent un processus simple: croissance, crise, dépression et reprise. Les cycles Kondratiev contiennent un ensemble de cycles Juglar. Et on peut commencer avec le premier cycle Kondratiev parce que là, pour le coup, ils sont plutôt longs et on peut classifier différentes périodes de l'histoire moderne. Alors, le premier cycle est entre 1790 et 1850. Il a duré 60 ans. Selon Kondratiev, on a un retournement vers 1814, enfin, plutôt constaté historiquement.
c'est le cycle de la révolution industrielle. La phase A, c'est le développement du capitalisme. On a un exode rural, donc une augmentation de la population urbaine, des innovations et de la concentration des entreprises. On en finit, les systèmes détachés commencent à se concentrer vers une usine. En phase B, on a la crise des conditions d'exploitation. C'est notamment la résistance ouvrière et la révolte ludiste. Le deuxième cycle de Kondratiev, lui, s'étend entre 1850 et 1896, à savoir 46 ans. La phase A, c'est notamment le développement des chemins de fer grâce à la sidérurgie, des effets d'entraînement dans l'économie. Je vous renvoie peut-être à Fogel. Modification des structures bancaires pour s'adapter à l'investissement croissant. On a donc des banques qui se développent et qui proposent plus de produits financiers afin de capter plus facilement le capital. En phase B, on a la grande crise connue sous le nom de la Grande Dépression, crise de 1873, épuisement des bénéfices du chemin de fer et de l'exploitation minière. Et on a aussi une déstabilisation des anciennes puissances liée notamment à la montée en puissance des États-Unis ou des pays neufs comme l'Australie. Le troisième cycle de Kondratiev, quant à lui, s'étend de 1896 à 1845. Alors en phase A, qu'est-ce qui se passe ? Concentration, croissance du capitalisme industriel, on a les trusts, les cartels. Je vous renvoie votre cours sur les entreprises et la révolution industrielle, où on s'attarde sur le cas de Rockefeller, qui en général est cité dans les programmes. On a un progrès technique grâce à l'électricité, la chimie, le taylorsfordisme, et notamment on a le développement d'un certain impérialisme des pays développés pour trouver des débouchés extérieurs dans un contexte plutôt protectionniste. Là où en phase B, et je pense que vous l'avez déjà pressenti, 1945, la débâcle va commencer à partir de 29, la crise, qu'on appelle également Grande Dépression aujourd'hui, mais bon. Décalage entre production et croissance de masse. On a un système monétaire international qui est fondé sur l'or, qui va être déstabilisé suite à la déflation que va connaître la livre. Aujourd'hui, on considère que les 30 glorieuses, donc la période qui dépasse 45, sont une phase A et que les 30 piteuses sont plutôt une phase B. Sauf que créer un quatrième cycle de Kondratiev n'est pas chose aisée. La conjoncture économique ne semble plus être si régulière que ça. Le boom des années 90-2000 semble être une phase A, brusquement arrêtée par 2008, enfin, c'est plutôt complexe. Et les fluctuations récentes relèvent plus de cycles Juglar que de cycles Kondratiev. D'ailleurs, petit aparté sur les cycles Juglar, jusqu'en 29, ça représente plutôt bien l'économie. Pendant les 30 glorieuses, c'est plutôt très faux, à savoir aucun cycle Juglar ne peut être repéré dans les 30 glorieuses, même s'il y a eu des articles qui ont essayé d'en mettre en évidence quelques-uns. Globalement, il n'y a pas de consensus là-dessus, et à partir de 73, on a un retour des cycles Juglar, même si la durée et l'intensité sont très variables selon le pays, et donc les théories récentes qui reprennent la thèse de Juglar s'appuient notamment sur une vision augmentée, à savoir institutionnelle, et donne au poids des institutions et donne aux institutions un poids déterminant dans la création de ces cycles-là. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus dans le même style, j'ai essayé de la faire plus longue, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo